Ok, j'ai compris, j'ai compris. Hop, c'est parti. Et je me mets là. Donc moi, comme... alors, vous voyez bien la présentation, c'est bon du coup? Que je m'assure que la technologie est de mon côté, ce qui n'est parfois pas le cas. Donc moi, je suis Marie Vegas, je suis consultante en rangement et en organisation. Et moi, mon métier, c'est de vous accompagner à vous organiser, que ce soit dans les espaces de vie ou dans les espaces de travail et dans votre quotidien, que ce soit perso, familial et professionnel. Et on sait ô combien que les uns et les autres sont bien enchevêtrés au quotidien et que ce n'est pas toujours évident de faire la distinction. Pour un peu vous expliquer pourquoi aujourd'hui je fais ça, j'accompagne donc autant en famille qu'au boulot. En famille parce que voilà, je suis maman de famille nombreuse, on habitait à Paris dans un tout petit appart. Donc autant vous dire qu'avec 3 enfants, c'était sportif et qu'il fallait s'organiser dans nos espaces et dans notre quotidien. Et puis à côté de ça, ça fait 20 ans que je travaille en entreprise, j'ai travaillé dans le marketing, chef de produit, responsable, j'ai été formatrice. Et puis un jour, j'ai découvert que toutes ces compétences que j'avais et que je déroulais à la maison, au travail, en amitié, partout sur l'organisation, ça pouvait être un métier. Parce qu'en général, quand je dis que je suis consultante en rangement ou en organisation, on me regarde avec des gros yeux, on me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ton métier? Tu ranges et en plus, tu aimes ça ranger ?» Eh bien oui, j'aime organiser. J'ai été formée à ce métier et je suis adhérente d'une fédération francophone des professionnels de l'organisation parce qu'effectivement, c'est un métier en devenir et un métier qu'on réglemente le plus possible. Aujourd'hui, on va donc... ah non, j'avais juste, voilà, mes différentes organisations des espaces, organisation quotidienne, les bureaux, le quotidien, tout ce qui est gestion du temps et des priorités, ce qu'on évoque aujourd'hui. Et puis, j'entendais tout à l'heure, c'était Gonzague sur les vélos, je crois, voilà, avec une grosse casquette éco-responsable et d'accompagnement sur l'éco-responsabilité aussi dans tous les pans de votre vie. Et voilà, c'est important, c'est un point qui est important pour moi. Et on va rentrer dans le vif du sujet de la gestion du temps et de son temps et des priorités. Et je vais vous faire un exercice. Je vous invite, est-ce que vous avez un petit crayon, un petit truc pour noter quelque part? Y compris dans le téléphone. Enfin voilà, vous allez vous prendre des notes. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire un petit exercice. Est-ce que vous arrivez à bien lire les 23 points? Alors, j'ai le chat. Sinon, voilà, je n'ai pas toutes les têtes. Alors, du coup, beaucoup ont éteint la caméra, je ne sais pas. Je vais vous inviter à faire ce petit exercice-là et à lire dans l'ordre toutes les petites questions. Et à me dire quand vous avez terminé. Alors, vous pouvez le mettre dans le chat, vous pouvez me faire un coucou sur l'écran. Vous me dites quand vous avez terminé l'exercice. Donc, Jean-Pierre a terminé. Normalement, on est dans les 2 minutes. Vous devriez tous avoir terminé. Alors, du coup, je n'ai pas votre retour. Mais normalement, vous devriez tous avoir terminé. Terminé. Séverine, c'est terminé. C'était terminé il y a longtemps ou c'était terminé tout de suite? Là, parce que je n'ai pas compris la 22, mais j'ai relu plusieurs fois. Mais voilà. C'est justement pour tout ça. Donc, je vais vous expliquer. Vous avez dû, normalement, au fur et à mesure du temps imparti, lire ce petit texte dont le titre est Perdre du temps pour en gagner. Et la deuxième ligne vous dit bien, lisez tout avant de commencer. Est-ce que certaines personnes ont été menées des actions avant de tout lire avant de commencer?
Oui, j'imagine que oui. Je vois la Miss qui me dit oui. Oui, certaines personnes ont commencé. Oui, certaines personnes ont sans doute mis leur nom dans le coin à gauche, ont commencé à se dire combien ça fait 7 fois 49, ont commencé à signer, puis ont continué les lignes. Et puis à un moment, après avoir écrit quelques trucs sur sa feuille, ou en tout cas avoir eu l'envie ou la démangeaison très prononcée d'écrire, ils sont arrivés à la ligne 22, puisqu'on vous disait de lire jusqu'au bout. La ligne 22, elle vous dit ne suivez que les instructions 2, 3, 22 et 23, c'est-à-dire lisez tout avant de commencer. À la rigueur, mettez votre nom. Et puis après, ça vous dit ne suivez que les instructions. Et ça vous dit surtout, dès que vous avez terminé, retournez la feuille, notez au dos le temps que vous avez mis. Il y a donc eu un petit temps pour certaines personnes, pour la majorité, peut-être pas pour Jean-Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez tous, ou quasiment tous, perdu du temps au lieu de planifier, au lieu de préparer en fait votre activité. Vous avez suivi toutes les lignes, ou presque, parce que je vous ai coupé, donc normalement je vous ai coupé la chic, il n'y a pas de mystère, a priori je vous ai coupé la chic. Tout ça pour vous dire que bah oui, vous avez été peut-être un peu trop vite parce que vous avez voulu aller trop vite dans je suis les consignes et du coup je fais tout. Alors qu'en fait l'exercice à la ligne 22, il vous disait mais non, mais en fait tu n'as pas grand-chose à faire. Et en 15 secondes, tu as terminé parce que la lecture est très rapide. Donc voilà, ce petit exercice-là pour commencer, c'est pour vous dire un petit peu, bah, attention, souvent on perd beaucoup de temps, on veut faire beaucoup de choses, on perd beaucoup de temps, on n'anticipe pas, on ne prépare pas, et, euh, et effectivement, bah, on gère mal son temps et par extension, on gère mal ses priorités. La présentation aujourd'hui, ça va. Alors, je vais essayer de faire rapide. Je suis une grande bavarde, donc pour moi, c'est pas facile l'exercice rapide. Je vais faire en 3 parties. Et les outils n'interviendront que dans la dernière. Moi, j'accompagne à la mise en place d'outils, mais pour moi, sur la gestion du temps et la gestion de son temps et des priorités, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, que vous vous dites peut-être que je pourrais faire autrement. Et puis qu'en dehors d'avoir un agenda électronique, d'avoir un bloc-notes, d'avoir une to-do list, peu importe là où vous la mettez, l'outil finalement, ce n'est effectivement que la partie tangible d'une gymnastique, en tout cas finalement intellectuelle et d'habitude qu'il faut qu'on prenne. Parce qu'il y a plein d'astuces, plein de méthodes qui, indépendamment de l'outil, vont vous permettre d'avoir des clés aujourd'hui, rien que pour essayer d'avancer voilà, dans une gestion différente. Alors, on va voir ça en plusieurs petits points. Qu'est-ce que le temps? Et c'est important pour moi de redéfinir un peu ce que c'est que le temps. Le temps, ce mot-là, en général, on dit mais c'est quoi le temps? C'est hyper difficile à définir parce que on sait perdre du temps, on sait gagner du temps, on trouve que le temps passe trop vite, mais par contre, dire ce que c'est que le temps, en général, c'est pas facile. Le temps, c'est une image mobile de l'éternité immobile. C'est-à-dire on a une grande ligne voilà, d'éternité. Et puis, nous, le temps, c'est le temps qui avance, 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 effectivement. Mais c'est un petit, finalement, notre temps et ce qu'on en fait, c'est un petit quantile, un petit centile de cette ligne-là. On ne voit pas le temps. On ne voit pas le temps passer, on dit souvent. Par contre, on voit les phénomènes physiques. Alors là, ça va, j'ai peut-être un filtre, la lumière est assez favorable. Mais bon, comme tout à chacun, on les voit, les phénomènes physiques, on voit la fatigue, on voit l'horloge qui tourne, c'est très tangible sur le temps qui passe. Mais là aussi, donc, le temps, image mobile de l'éternité immobile. Et ce qu'on fait quand on parle de gestion du temps, la gestion du temps, pour moi, ça ne veut rien dire. On parle de gestion de son temps, on parle de gestion de ses priorités. Et la gestion du temps, c'est réaliser un ensemble de tâches. On est tous à avoir un certain nombre de choses à faire, que ce soit du professionnel, du familial, du loisir. On a des contraintes de temps, et c'est ce qui nous embête en général, puisqu'on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut. Donc des contraintes de temps, un temps qui se mesure. Et puis en général, on dit aussi que ça ne nous va pas le temps et qu'il passe trop vite parce que on n'a jamais le temps de tout faire et on a voulu atteindre un but et souvent on est frustré parce qu'on ne l'atteint pas. Et en général, quand on vient me voir ou qu'on vient à assister à un webinaire comme ça, c'est aussi qu'on se dit, oui, je me gère peut-être pas top dans le temps. Peut-être que oui, mais peut-être qu'il y a certaines facettes où je pourrais mieux faire. Et puis, donc vraiment, on parle plutôt que de gestion du temps, c'est gestion de son temps. Et par extension, c'est en général gestion des priorités.
c'est là effectivement où, alors là, on va en parler et je vais intervenir plus longuement sur cette partie-là parce que c'est vraiment important. Savoir comment gérer son temps, c'est d'abord avoir vraiment la conscience de ce qu'on en fait. Dans la journée, il y a 3 catégories de temps dans une journée. Les occupations obligées, nos rendez-vous, nos clients, nos enfants à aller chercher, le repas à préparer, le sport à aller faire si on estime que c'est une obligation. Enfin, le temps pour soi. Et puis ce qu'on oublie en général en gestion du temps et qu'on oublie beaucoup, c'est l'imprévu. Et pourtant, l'imprévu, c'est ce qui va favoriser les contacts, c'est ce qui va satisfaire toutes nos envies de changement, de faire des choses différentes du quotidien. Et puis tous nos besoins de relations qui font que c'est ces temps imprévus-là aussi qui nous permettent de laisser un temps à l'échange. Les bienfaits d'une bonne organisation du temps, en général, on voit beaucoup les méfaits. On voit bien moins les bienfaits. Et puis, beaucoup de personnes me disent « Ah, mais moi, je suis très créative. Alors, l'organisation, pour moi, c'est pas pour moi. » Non. Et puis, moi, l'organisation, c'est se mettre des limites, c'est se conditionner. Très peu pour moi. L'organisation, pour moi, c'est tout le contraire. Moi, si j'accompagne à l'organisation aujourd'hui, c'est justement parce que si on est organisé, on a du temps pour faire ce qu'on veut, que ce soit des loisirs, que ce soit développer sa boîte, que ce soit s'occuper des enfants, que ce soit aller voir les copains, que ce soit dormir plus. Si on s'organise mieux, on a plus de temps pour faire ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir. La créativité, au contraire, elle s'exprime d'autant mieux qu'elle est canalisée dans un cadre en général et on est plus productif. Souvent, on parlera de productivité, mais on est plus productif quand on se contraint à un horaire de début, un horaire de fin. On en reparlera. On va parler de routine aussi aujourd'hui. Souvent, on parle de routine et on dit c'est plus simple quand on a mis des routines en place parce qu'effectivement, ces routines, ces habitudes et en gestion du temps, en gestion des priorités, on parle beaucoup des routines, de mettre en place des habitudes parce que effectivement, ça vient se loger dans le noyau gris et les noyaux gris, c'est les zones peu fatigables du cerveau, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Ne plus réfléchir à ce qu'on fait, c'est créer des automatismes. Souvent, c'est ce qui est le plus dur à transformer. En général, on dit qu'il faut 3 semaines, 1 mois, enfin 21 jours pour mettre en place des habitudes. Mettre en place des habitudes en organisation, c'est la même chose. Il y a un délai pour s'habituer. Souvent, dans les outils d'organisation, on ne se laisse pas toujours le temps d'aller les implémenter aussi longtemps qu'on voudrait et donc on abandonne. Et alors, peut-être, vous pouvez me dire, on viendra sur les outils après, mais n'hésitez pas à me dire aujourd'hui comment vous vous sentez, vous, par rapport à l'organisation, si vous voulez, dans le chat, et les outils d'organisation que vous utilisez. Ça va aussi pouvoir me permettre de rebondir sur ça quand je vais venir dessus après. On aborde de manière plus sereine les situations variées et les urgences quand on s'organise. On cadre l'effort et les moyens, on se fatigue moins pour rien. On augmente sa satisfaction et son estime de soi. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en général, quand on a réussi à faire ce qu'on voulait faire dans le temps dans lequel on s'était imparti, ou en tout cas sur la journée, sur la semaine, on a réussi à faire ce qu'on voulait, il y a quand même un truc de... Je n'ai pas perdu mon temps. Souvent, on dit je n'ai pas perdu mon temps, j'ai réussi à faire ce que je voulais, je n'ai pas perdu mon temps. Il y a quand même un gros truc de satisfaction de soi et d'estime de soi. Donc ça, c'est aussi important dans les bienfaits de l'organisation du temps. Et puis, il y a se libérer l'esprit. Et se libérer l'esprit, ce n'est pas la moindre des sinécures aujourd'hui. Sur les bénéfices. Alors, je ne vois personne dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat. Hein. Vous n'hésitez pas. Comme ça, j'aurai voilà quelques petites infos sur vous. On va dépenser moins d'énergie. On fait moins d'erreurs. On oublie moins. Parce que souvent, quand on a du mal à gérer son temps, on a du mal à gérer ses priorités et on oublie. Certaines personnes présentes, on a évoqué ce sujet et voilà, on oublie des petites choses qu'on avait à faire ou alors on se stresse et puis on s'en rend compte 5 minutes avant et puis on a oublié de dire des choses à certaines personnes. Enfin, vraiment, l'oubli, c'est quand même un des gros critères qui fait qu'on a envie de s'occuper de sa gestion du quotidien. Une plus grande maîtrise du quotidien, là aussi, ça va aussi avec l'estime de soi et la satisfaction de soi.
c'est quand même pas désagréable de se dire qu'on gère. Et on gère alors soit, peut-être que certains d'entre vous ont des équipes, là aussi, de favoriser la gestion des équipes, de favoriser le management. Quand on a plus de temps pour ses équipes, c'est aussi du positif. Et puis cette sérénité qu'on trouve aussi quand effectivement on a l'impression de gérer comme on l'entend. Les conséquences, bah, c'est effectivement l'urgence, c'est l'impuissance, le fait d'être débordé. Alors, moi aussi, hein, enfin, tout le monde ressent souvent cette impression d'être dépassé, j'en ai trop à faire. Et puis ça ne se fera pas. Et puis de toute manière, vu que je vais le faire en dernière minute, alors soit on se dit, on se convainc d'être très doué pour faire en dernière minute, mais en général, on est quand même perfectible. On se traite d'incompétent. Alors, soit ou les autres, parce que les personnes, souvent quand on dit, bah, lui, il ne sait pas gérer son temps, il y a une connotation, bah, pas très compétent, il ne peut pas bien se gérer, attention. L'irritabilité, ça c'est quasiment tout le temps. Quand on a l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses, on s'énerve. Les reproches, que ce soit en famille, entre amis, entre professionnels, entre collègues, entre clients. Une mauvaise gestion du temps liée à l'urgence, liée au retard. Ça a des conséquences aussi, le stress et puis la fatigue. Puisqu'en général, quand on a du mal à gérer son temps, eh ben, on va faire empiéter ça aussi sur les heures de sommeil, qui sont pourtant les heures réparatrices dans lesquelles on va pouvoir reprendre des forces pour encore mieux gérer ses priorités par la suite. Et la fatigue est vraiment l'ennemi de la gestion de son temps. Je vous l'évoquais, la fatigue ramène à l'épuisement, ramène aux maladies, l'irritabilité, à la colère et à la haine, parfois sur certaines personnes aussi, les reproches qu'on se fait à soi-même ou aux autres, qui amènent à la culpabilité et qui peuvent même amener au dégoût. Alors, j'emploie des mots qui sont assez forts, mais parce que je pense que chacun, à un moment, peut en arriver à se dire les conséquences de la gestion du temps ou la gestion des priorités peuvent amener au dégoût de soi ou au dégoût de quelqu'un d'autre, amènent aux maladies, ça on sait aujourd'hui. Alors là, le burn-out est une maladie, mais les dépressions sont des maladies et sont liées à ça en partie ou tout, mais voilà, l'impression de ne pas réussir à tout faire conduit régulièrement à des burn-out, que ce soit pro ou à la maison. Et puis le sentiment de panique. Alors, chacun gère aujourd'hui physiquement comme il peut les manifestations de stress ou liées à effectivement une gestion un peu extrême de son temps. Mais voilà, il y a tous ces effets-là et c'est aussi pour tous ces effets-là qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience et je vous invite vraiment à prendre conscience aujourd'hui et à vous rapporter dans tout ce que je viens de vous dire. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que finalement je suis curieux et ça va plutôt pas mal? Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Là où finalement les conséquences que ça a sur moi? Parce que tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, se gérer dans le temps, on peut tous s'améliorer sur sa gestion du temps. Ça se soigne même bien, c'est une bonne nouvelle, je vous l'annonce. Donc on peut vraiment s'améliorer, on peut toujours avoir une grosse charge de travail, on peut moi je suis une personne qui est assez hyperactive, donc si je suis hyperactive, et ben moi c'est pour réussir à en faire le maximum que je gère mon temps. Je gère au mieux mon temps pour pouvoir faire le maximum, mais vu que j'ai quand même envie de passer du bon temps, de sortir, de faire autre chose que mon activité professionnelle et ma famille, bah, c'est aussi pour ça, moi. Et une des raisons premières pour lesquelles j'ai pu, moi, faire ce métier, c'est que moi, ma meilleure excuse, c'est de trouver du temps pour moi, pour les loisirs, et pas forcément uniquement pour les obligations du quotidien qui sont travaillées, qui sont les obligations liées aux impératifs familiaux et qu'effectivement, la vie, c'est tout ça, c'est beaucoup d'obligations et c'est aussi laisser un maximum de temps à tout le reste qui permet qu'on soit encore plus épanoui et efficace dans notre métier. Je vais vous donner là, en tout cas, je vais vous amener en réflexion sur pourquoi et qu'est-ce qui nous mène à pouvoir ou à vouloir gérer nos priorités.
Et nos priorités, on va les gérer en fonction d'un certain nombre de notions que je serai... Alors là, je vais vous interpeller sur... certains domaines vont vous parler plus que d'autres, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la roue des domaines de vie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil qui est un outil alors, qui peut être utilisé en développement personnel, qui est utilisé en gestion du temps. Là, je vais vous la montrer par rapport, par exemple, aux objectifs, mais on peut aussi la travailler par rapport aux priorités. Et en fait, c'est un outil que moi, j'utilise auprès des personnes que j'accompagne. La roue des domaines de vie, vous voyez, c'est un disque avec un certain nombre de domaines. Alors là, j'ai choisi d'y mettre le travail, la finance, la productivité, la famille, les amis, l'amour, le physique, donc la santé, les émotions, les apprentissages, notre état d'esprit, notre mindset et les loisirs. Et moi, je l'utilise pour, alors, soit sous l'angle des objectifs, soit sous l'angle des priorités, de se dire aujourd'hui, de 0 à 10, où est-ce que je situe ça comme priorité? Où est-ce que je me situe sur chacun des critères sur mes objectifs? Parce que de toute manière, au quotidien, on peut vouloir suivre pléthore d'objectifs, on peut courir après tous les lièvres. Ben oui, mais on n'y arrivera jamais. Et un des principes de gestion du temps, c'est qu'on va travailler des priorités en fonction d'une vision. Et vous allez le voir, la vision, c'est vraiment dans les aspects les plus importants de savoir pourquoi on va s'organiser en fait. C'est pas le tout de mettre en place des outils pour s'organiser, c'est de savoir pourquoi et d'aller le chercher vraiment à l'intérieur de soi. Et cette roue des domaines de vie, je pourrais vous l'envoyer, de toute façon vous l'aurez dans le replay, je pourrais aussi vous envoyer cet outil-là. Mais je vous invite à faire l'exercice aujourd'hui et puis à refaire l'exercice à distance dans quelques mois. Ça peut être même l'année prochaine et de se le faire une fois par an. Et de dire, moi, à aujourd'hui, j'ai décidé que mon objectif, c'était je me sens à 2 au niveau du boulot, mais je voudrais être à 6. Je me sens à 2 au niveau, j'ai l'impression de laisser ma vie de famille de côté. Par contre, je voudrais que ce soit à 6. Et en fait, aller pouvoir mettre le critère sur chacun des critères, ça vous permet de faire une toile d'araignée. La toile d'araignée, on voit les trous et on voit là où c'est bien. Et puis, on peut superposer les deux entre c'est aujourd'hui et je mets dans un an là où j'ai voulu arriver. Et je vois où est-ce que je me situe et ce que j'ai mis en place. Ça permet vraiment de faire un bilan. Et pourquoi je vous en parle par rapport à la gestion du temps? Parce que la gestion du temps, quand on parle effectivement d'objectifs, donc quand on parle de priorités, il faut savoir où on les met. Et il faut savoir si on met en place des outils, si on met en place des changements, si on arrive au résultat qu'on a souhaité. En tout cas, si on a fait les quelques pas qui vont nous permettre d'atteindre l'état qu'on aurait souhaité. Et alors là, j'entends que ce n'est pas forcément le lieu pour l'appliquer, mais je vous invite vraiment, moi je vous l'enverrai, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. Ça rend factuel quelque chose qu'on laisse souvent dans nos esprits et qu'il est important de poser. On fait un bilan de l'année passée, et ça, cet outil-là le permet. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et notamment en organisation et en liste. Et c'est important aussi de faire un état des lieux avant de se lancer dans un processus sur une meilleure organisation de son temps, une meilleure gestion de son temps et de ses priorités. C'est de se dire, à date, tout ça, je l'ai bien fait, tout ça, je l'ai mal fait, ou j'aurais pu faire mieux. Tout ça, j'ai utilisé tels outils, ça, c'était bien. Ça, par contre, ce n'est pas pour moi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir aller tirer? Moi, je pars vraiment toujours d'un état des lieux et c'est important de se poser. Alors, si vous veniez chercher purement des outils aujourd'hui, je vais en parler, mais à la fin, parce que pour moi, c'est vraiment cette introspection, elle est vraiment importante. Ce bilan, il est vraiment important. Et puis, le faire sous forme de carte mentale, en tout cas, d'essayer de mettre sur papier, de mettre sur ordi tout ce qui vous vient dans la tête, de ce que vous avez de bien, de pas bien, à améliorer. On va parler donc vision. Pourquoi une vision? Alors, vous allez me dire, en général, vous avez tous, en tant qu'entrepreneur, une vision de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez obtenir, de la raison pour laquelle vous êtes lancé dans cette activité, en tout cas. Et c'est parfois plus ou moins clair.
On parle de vision, on parle d'objectif, on parle de priorité. La vision, c'est justement pas chiffré, c'est quelque chose qui est une orientation qu'on donne à sa vie. Ça n'a pas de critères précis, il n'y a pas de date de réalisation, mais par exemple, ça peut être gagner tant d'argent, ça peut être propriétaire de mon logement, ça peut être qu'est-ce que c'est pour moi une vie agréable, où est-ce que l'équilibre il se situe. Est-ce que c'est avoir tant de loisirs? Est-ce que c'est passer tant de temps au travail? Ça peut être avoir une activité en ligne, ça peut être ne pas attendre après le client. Ça, c'est des visions. Et de ces visions que vous avez pour votre activité, évidemment, si je veux acheter une résidence principale, je veux faire tant de chiffres d'affaires, il va falloir que je mette en définitive des objectifs en place et des tâches derrière. Et trop souvent, on fait plein de tâches au quotidien, on oublie la vision pour laquelle on les fait. Et vraiment, cette introspection-là, elle est très importante pour vraiment prendre de la hauteur et se rappeler pourquoi. Pour Jean-Pierre, c'est peut-être, j'aimerais avoir une grosse communauté Club Business Start. Quels sont mes objectifs? Ça, c'est ma vision. Je veux une grosse communauté pour le Club Business Start. Je veux accompagner le maximum d'entrepreneurs. Ça, c'est la vision. La vision, on va la décliner en objectifs. Parce que tant qu'elle n'est pas déclinée en objectif, je ne sais pas où je vais. Alors oui, je veux gagner beaucoup d'argent. Bah oui, mais comment? Il y a un moment, il faut que ce soit tangible et puis il faut atteindre un objectif. Si Jean-Pierre se donne l'objectif d'avoir, alors je ne sais plus le nombre d'adhérents aujourd'hui, mais d'arriver à 500 adhérents en 2023, bon, bah maintenant, cet objectif tangible, on va ensuite pouvoir le décliner en priorité pour atteindre cet objectif. Donc, vous avez sans doute, je pense que ça va être de la redite pour pas mal d'entre vous. Peut-être que vous avez déjà entendu, on entend souvent parler des objectifs SMART. Alors moi, je rallonge un peu, SMARTER. Un objectif, c'est toujours quelque chose qu'on chiffre, qui est tangible. C'est un verbe d'action, toujours. Et c'est quelque chose, effectivement, on dit un objectif, je vais atteindre cet objectif. Ben oui, ça peut être, je vais créer un site d'internet d'organisation, je vais proposer des formations, je veux vendre des packs d'accompagnement. Par contre, il faut que j'écrive 10 articles de blog par an et tout ça, il faut que ce soit fait avant le 1er octobre 2022. Autant vous dire dans 15 jours. Si je me dis ça aujourd'hui, alors mon objectif, il est bien spécifique, il est concret, facilement compréhensible. Je pense que vous avez tous compris mon objectif. Mesurable. Bah, si j'ai fait les 10 articles de blog la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, et que le truc il est prêt, c'est mesurable. Verbe d'action, oui, c'est créer un site. Ambitieux, c'est peut-être un poil trop ambitieux là sur ce coup-là. Bon, mais ça a le mérite de. Peut-être que c'était un peu là. Réaliste. Bon, bah, peut mieux faire, hein, on va pas se mentir, à moins qu'effectivement, là, je finisse dans les chaussettes, mais accessible et réalisable sous mon contrôle, non, a priori, ça marche pas, ça passe pas dans les 15 jours, Marie. Temporellement défini, toujours, un objectif, il doit toujours être temporellement défini. Si je me dis demain, je mets en place un outil d'organisation pour améliorer mon suivi client, il faut que je me dise, c'est bien beau de dire à Marie, je vais le faire. Par contre, il faut se dire, OK, je le fais au 1er décembre. Au 1er décembre, je change. Je mets en place, j'ai l'exemple par exemple de personnes, j'ai l'agenda électronique, mais j'ai quand même mon agenda papier. Non, il y a un moment, quand tu passes à l'agenda électronique, c'est mort. C'est à telle date. Je m'organise, je change. Je rajoute, moi, le écologique, le éthique et le récompense, parce que c'est important. C'est bien qu'un objectif soit SMART. Par contre, il faut que ce soit respectueux de moi. Là, quand je vous dis ça va être fait dans 15 jours, respectueux de moi, 0. De mes besoins, 0. Alors, de ceux des autres, en tout cas de mon entourage, c'est mort aussi. Éthique et écologique, je le mets dans le même cadre parce que écologie, c'est l'écologie de soi, c'est l'écologie de la planète, c'est l'écologie de l'environnement, mais c'est d'abord quand même aussi soi et les autres. Et puis le R, quel plaisir je puis m'accorder parce que quand même, quand on atteint un objectif, si je me dis c'est un objectif de chiffre d'affaires, je me verse tant de salaire, c'est une chose. Si je me dis j'ai un objectif de temps d'affaires, je m'offrirai tel voyage, c'en est une autre. Enfin, peu importe. L'important, vraiment, n'oubliez pas, ayez une vision en tête.
trop souvent, la majorité des entrepreneurs, c'est assez flou cette vision. Et du coup, les objectifs qu'on met en place en dessous, finalement, ils ne sont pas tangibles. Ce n'est pas factuel. Et tant que ce n'est pas factuel, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et du coup, décliner des tâches et des priorités par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réellement défini, eh ben, c'est dur. C'est dur, voire c'est impossible. Ou alors, on se dit, j'ai fait plein de choses cette année, mais par contre, rien qui a desservi ma mission, enfin, rien qui a servi à ma mission et qui a servi à mes objectifs. J'ai fait plein de choses, j'ai vu des clients, mais est-ce que j'ai avancé par rapport à tel ou tel aspect que je m'étais mis, telle finalité, quelle étoile je suis en train de suivre un peu? Eh bien non. Donc attention, c'est important. Et tout ça, ça va vous faire mieux intégrer pourquoi il faut mieux gérer dans son temps. Trop souvent, donc, une vision, mais pas d'objectif, et des objectifs sans vision. Donc vraiment, c'est indispensable. Le pourquoi je mets en place des objectifs, voilà, c'est vraiment indispensable. Je vous laisse vraiment avoir ça en tête. Peut-être que ça va vous turlupiner un petit peu et je vous y invite si jamais je transmets bien l'information, mais vraiment une vision qu'on décline en objectifs, des objectifs qu'on va décliner avec des priorités. Alors, on va venir intervenir sur les priorités. On a des priorités à moyen terme, des priorités à long terme. On va avoir des priorités donc à quelques jours. Il y a des choses, c'est pour tout de suite. Je devais être à 11h30 en webinaire. C'est une urgence, c'est une priorité. Et pourquoi ce webinaire? Pour mieux faire connaître mon activité de gestion du temps, pour desservir quelle vision? Celle d'agrandir ma communauté, d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais voilà, je sais pour quelles raisons je fais ça. Et notamment pour passer un moment agréable avec vous aussi. mais voilà, ça sert, et j'assume de le dire, ça sert une vision et des objectifs que je me porte. Et ça, c'est important, et c'est notamment important quand on donne du temps comme ça, de webinaires, de conférences, de choses comme ça, quand on n'est pas forcément... et je pense que c'est important d'en parler. Quand il y a des activités qu'on fait, on se dit, c'est pas rémunéré, c'est rémunéré. Il faut toujours se dire, pour servir quelle vision, quels objectifs. C'est important. Tout ce temps qu'on prend pour chacune de nos tâches, c'est important aussi de toujours les resituer. Et c'est ce qui fera qu'on sera d'autant plus satisfait de se dire, je n'ai pas si mal géré mon temps. Franchement, j'ai été pas mal. Donc, on va travailler les priorités. Alors ça, en général, c'est une grande difficulté, la gestion de ces priorités au quotidien. Mais les priorités, c'est par niveau d'importance, c'est par numéro d'ordre. On a l'énergie qu'on va mettre et puis on a ce qu'on veut faire. Et les priorités, alors là, je vais vous donner un premier... Ah non, c'est juste après. Un premier petit outil. Donc voilà, les tâches qui vont servir des projets. Et c'est ça qu'on va venir maintenant sur la gestion des tâches. Des tâches qui vont servir des projets qui suivent des objectifs, une vision. Et puis la grosse poupée russe, c'est l'accomplissement de soi. Parce que si, voilà, ce qu'on fait au quotidien, si ça nous a servi, si ça a servi nos visions, nos objectifs, eh ben on est mieux accompli soi et on se sent mieux au quotidien. Et voilà, c'est pas un petit sujet. Connaissez-vous, alors j'imagine, alors je sais pas, parfois je dis j'imagine, tout le monde connaît et puis non, l'outil de la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est un premier petit outil, alors ça qui est assez facile à utiliser au quotidien. Quand vous faites une liste de tâches et que vous voulez prioriser vos tâches, on va prioriser en fonction de l'importance et de l'urgence de ce qu'on a à faire. Parfois, on est plutôt à traiter du non urgent, non important, parce qu'en fait, le reste, j'ai pas trop envie de le faire, et ça, je vais vous l'évoquer aussi. Il y a quatre manières j'arrive pas à dire. C'est quoi le mot? Il y a 4 cadres là sur ce visuel. On va toujours catégoriser nos tâches en fonction de l'urgence et de l'importance. L'urgence, quand c'est urgent et important, on le fait soi-même, on le fait idéalement le plus rapidement possible. Ça, c'est urgent et important, on n'a pas le choix. On va catégoriser nos tâches. Si ce n'est pas urgent, mais que c'est quand même important,
on va le planifier. Je ne le fais pas tout de suite. Par contre, ce serait bien que ce soit fait dans la journée ou que ce soit fait rapidement. Ce n'est pas urgent, c'est important. L'urgence, c'est vraiment je fais dans l'heure qui vient. On a les tâches qui sont urgentes, mais peu importantes. Bon, bah si c'est peu important, il y a quand même un sujet. Si c'est peu important, est-ce que je ne peux pas ne pas le faire? C'est urgent, mais en fait, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas ma zone d'influence. Je ne le fais pas. Je peux accessoirement le déléguer, parce que c'est urgent, mais ce n'est pas important pour moi. Je vais peut-être le déléguer, quelqu'un d'autre peut le faire. Et puis, où je peux le simplifier. Mais en tout cas, on va d'abord... voilà, donc la notion d'urgence, il faut toujours être très clair entre le niveau d'urgence et d'importance. Et souvent, on se mélange les pinceaux là-dedans. Et moi, je vous invite vraiment à faire des colonnes en disant ça, c'est urgent, ça, c'est important, oui, non. Et puis de commencer dans cet ordre-là, en fait. Quand vous faites une liste de choses à faire, il y a plein de moyens de faire, mais vraiment conscientiser le fait que ce soit urgent et important. Et quand c'est non urgent, non important, il y a plein de tâches au quotidien qu'en fait, on laisse toujours à la fin de la liste, qui ne seront jamais faites. Et en fait, ce n'était pas grave, parce que c'était ni urgent, ni important. Et puis, si on a bien réfléchi, ben, on les a peut-être soit supprimés, soit on les a délégués, soit on les a tellement simplifiés qu'en fait, ben, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, je vous rappelle, des priorités au service d'objectifs, au service d'une vision et de l'accomplissement de soi. Ça, c'est hyper important en gestion du temps. Et cette première clé de attention à prendre le temps, comme je vous l'ai montré dans le premier exercice, à prendre le temps de mesurer l'urgence et l'importance, c'est pas pour rien. C'est vraiment important. Alors, je me rends compte que je suis encore bavarde. Ça va, Jean-Pierre, dans le timing 12h13, oui, c'est bon, ça va encore. Ça va encore? Ouais, ça va encore. J'ai l'accent Sarthe-Sud, je suis désolé. Mais non, c'est charmant. Pour s'organiser dans le temps, alors je pense que niveau timing, je vais vous donner des clés, on va passer plus rapidement que ça. Je vais vous donner des clés, et ça j'adore moi, les lois du temps. En fait, les lois du temps, vous allez me dire, oh là là, elle va nous bassiner avec de la théorie. Il y a des grandes lois du temps qui régissent un peu notre manière d'aborder le temps, et ces grandes lois du temps, si on les applique au quotidien de manière tangible, et si on y pense, on change notre organisation et on s'améliore. Je vais vous les décrire. Donc, il y en a plusieurs. Je pense que c'est important de vous les citer. La loi de Confucius, c'est l'expérience ne sert qu'à répéter les mêmes erreurs, mais plus rapidement. Donc, plus on a faut laisser de la place à l'intuition aussi. L'expérience, de toute manière, elle est intransmissible. Donc, on peut toujours, voilà, et on peut toujours expérimenter les choses. Le plus important, c'est quand même de laisser place à l'intuition dans le temps. Donc, ça veut quand même dire qu'en gestion du temps, il faut laisser de la place à l'intuition, il faut laisser de la place au feeling. La loi de Carson, tout travail interrompu prendra plus de temps et d'énergie que s'il est effectué en une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cher et tendre ami téléphonique, notamment, les chères petites notifications, notamment, et ben ça, on se dit bien qu'on devrait le regarder moins souvent. Ben moi, je vous invite à vraiment le regarder moins souvent, à le mettre en silencieux, à laisser les notifications de côté, à annoncer aux personnes, à vos collaborateurs que non, vous n'êtes pas disponible et que vous ne pouvez pas interrompre ce temps. Alors, il y a plein d'études sur le temps qu'on met à revenir à une activité profonde de réflexion, mais quand on est interrompu par rapport à une activité profonde de réflexion, selon les études, à minima, c'est 11 minutes avant de retrouver l'état de concentration dans lequel on était, et ça va jusqu'à 23 minutes. Donc, imaginez bien que si vous êtes parti dans un travail de réflexion profond que vous vous laissez interrompre, ça prendra toujours plus de temps que de le faire en une seule fois. Vous allez me dire, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens, mais faites-vous la réflexion. À chaque fois que vous vous déconcentrez, que vous regardez le téléphone et que là, vous apercevez, mince, il y a 10 appels, là aussi, attention, tout travail interrompu prend plus de temps et d'énergie que s'il est effectué en une seule fois. La loi d'Illich, c'est au-delà d'une certaine durée, nous devenons moins productifs. Et à un moment, on se dit, parfois, on va se dire, ben non, mais de toute façon, il faut que je sois à fond pendant 3 heures dessus, pendant 2 heures dessus, pendant même une demi-heure sur une tâche parce que je veux réussir à la terminer. Non, attention, plus on raccourcit le temps
par rapport à son écosystème à soi, il vaut mieux, au-delà d'une certaine durée, s'arrêter. Là aussi, il y a un rythme idéal. Alors, qui dit selon les... C'est vraiment... Il y a des moyennes, mais on dit que pour 52 minutes de travail, il faut 17 minutes de pause. Alors, évidemment, en entreprise, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, mais la pause, elle est méridienne ou elle est à 10 heures ou à 16 heures. Quand on est entrepreneur et quand on est peut-être, comme ce que je comprends la majorité d'entre vous, indépendant, n'oubliez pas qu'au-delà d'un certain temps, ça ne sert à rien de vouloir s'évertuer, que de toute manière, on sera moins productif. 52 minutes, 17 minutes de pause en moyenne. La loi de Mackenzie, sans planification, on est moins efficace aussi, on met moins de temps à accomplir une tâche lorsqu'elle est planifiée. Parce qu'on s'est dit, on l'a commencé à un moment, on l'a terminé à ce moment-là, on sait qu'on va la faire à ce moment-là, on a estimé qu'elle était propice de faire à ce moment-là. La loi de Mackenzie, c'est le principe des to-do list. Et les to-do, ça s'écrit to-do en anglais, ça s'écrit to-do, D-O-U-X. N'oubliez jamais ça. On n'est pas censé se faire du mal avec nos to-do list. Elles sont censées être douces pour nous. On a la loi de Parkinson, un délai, une deadline. Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on en prend. Plus on se dit que, voilà, oh, mais j'ai toute la journée pour le faire. On a une mauvaise idée. Il faut le contraindre à un début et à une fin. Ça, trop souvent, on oublie de le faire et vous allez me dire c'est du bon sens, mais oui, je sais que c'est du bon sens, mais il faut vous l'appliquer, le bon sens. La loi de Douglas, alors, qui est liée à la loi de Parkinson, ça vaut pour les espaces. Plus on dispose de place, moins on trie. Plus on dispose de temps, moins on l'optimise. La loi de Murphy, c'est le laisser de la place à l'imprévu. Je vous l'ai évoqué au début. Rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, prévoyez du temps vide dans la journée. La loi de Laborie, c'est ma préférée. Vous voyez la petite grenouille. Quand vous avez 10 tâches à faire dans la journée et qu'il y en a une, c'est vraiment celle que vous n'avez pas du tout envie de faire. En plus, c'est celle qui va vous demander beaucoup d'énergie, mais il faut la faire, il n'y a pas le choix. Mais je n'ai pas envie, je t'assure, Marie. Tu manges ta grenouille. Et en fait, manger sa grenouille, ça veut dire commencer dès le début à manger, à faire l'action qui nous fait suer, qu'on n'a pas envie de faire, qui va peut-être nous prendre du temps. On la fait, on s'en débarrasse. Et bien, pensez à manger votre grenouille. C'est pour ça que je mets une illustration de grenouille, c'est manger sa grenouille, la loi de Laborie. Pensez à manger de votre grenouille, débarrassez-vous des trucs qui vous saoulent, arrêtez de les laisser pour le vendredi après-midi à 16 h alors que vous voulez partir en week-end. La loi d'Eisenhower, donc donner la priorité au plus important, on l'a vu tout à l'heure. La loi de Fraisse, plus l'intérêt à faire quelque chose est grand, plus le temps passe vite, évidemment. Alors, c'est un peu lié quand même à la loi avec la grenouille. Si on a fait déjà ce qui était le plus dur, tout le reste, ça nous paraît léger et ça passe beaucoup plus vite. Donc, il faut y penser. La loi de Pareto, l'essentiel prend 20% du temps et de l'espace, l'accessoire 80%. Donc, il faut bien penser à ces 20% d'essentiel quand on travaille en gestion du temps. La loi de l'Ecclésiaste, c'est le fait d'alterner les activités. Alors, il y a plusieurs écoles en gestion du temps. Oui, concentrer une même activité répétitive et gérer le maximum de tâches qui se ressemblent en même temps, c'est plus facile. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, c'est la diversité qui va vous aider à aller jusqu'au bout de votre to-do list, de liste de choses à faire. Et puis, pour finir, la loi d'Hofstadter, il faut toujours plus de temps que prévu pour effectuer une tâche donnée. Si on se met que ça met une demi-heure à se faire, ça ne met jamais une demi-heure, ça met plus. La loi de Taylor, alors là, c'est sur le taylorisme, c'est donc le fait de segmenter les activités. On effectue l'ordre dans lequel on effectue les tâches, il influe directement sur le temps qu'on passe à les prendre. Donc ça, c'est toute une histoire donc, de planification et de découpe des tâches. Je fais attention à l'heure. Au niveau de la gestion de vos tâches, j'essaye d'aller vite sans aller trop vite. Au niveau de la gestion de vos tâches, ce qui est important, c'est ce qu'il faut se dire, et là on parle vraiment dans les outils, le cerveau, il est fait pour avoir des idées, il n'est pas fait pour stocker. Ça, c'est important, c'est David Allen qui le dit. David Allen, c'est le créateur peut-être que vous avez entendu parler de la méthode Get Things Done, qui est une méthode très connue de gestion du temps, de gestion des tâches. Ce qui est vraiment important au quotidien, c'est de se dire, dans votre gestion du temps et des priorités, ne laissez pas dans votre tête tout ce que vous y avez. Ne laissez pas dans votre tête toutes les tâches que vous avez à faire. Jamais.
D'abord parce qu'elles ont un certain nombre de critères, notamment l'importance et l'urgence qu'on va leur appliquer. Ça, dans la tête, l'importance et l'urgence, on a du mal. Et puis au quotidien, des listes de tâches. D'abord, une liste de tâches, c'est souvent infini. Et il va falloir pouvoir les gérer. Les gérer, c'est vider son cerveau, c'est centraliser, c'est tout noter. Alors au niveau des outils, je vais vous évoquer après quelques outils, c'est tout centraliser, c'est noter le but, l'action de chaque tâche. On est toujours avec notre histoire d'objectif, de vision. On y note le temps qui est nécessaire parce que le temps n'est pas extensible, parce qu'on va sans doute y passer plus de temps prévu, parce que dans une journée, on ne peut pas non plus, si j'ai 10 tâches qui font 1 heure à être faites et que de toute manière, j'ai prévu d'y passer 8 heures, ça ne rentrera pas. Mais ça, trop souvent, parce qu'on ne prend pas le temps de quantifier nos tâches, le temps qu'on passe sur chaque tâche, on va ne pas pouvoir, on n'arrivera jamais au bout de notre to-do list du jour. Et puis, on va forcément noter notre niveau d'importance, notre niveau de priorité, et puis la deadline. Et trop souvent, dans les tâches qu'on a à faire, on va vouloir faire aujourd'hui quelque chose qui, de toute manière, aurait pu être fait vendredi sans souci. Et ça aussi, c'est important parce qu'on va mal se gérer dans son temps, on va mal gérer nos priorités, parce que sur chaque tâche, on n'a pas été faire ce filtre. Vous allez me dire, c'est chronophage de faire tout ça, Marie, c'est très bien tout ce que tu nous racontes, mais c'est chronophage. Alors, je reviens à notre petit jeu du début. Parce qu'on ne prend pas le temps de planifier, parce qu'on ne prend pas le temps de prendre de la hauteur, on perd du temps à faire et on est moins efficace dans notre quotidien. Et vraiment, ayez ça en tête. Tout centraliser, planifiez votre travail quotidiennement, planifiez votre travail de manière hebdomadaire, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire atteindre vos objectifs. Prendre ce temps-là, et je vous le mets, 1 minute de préparation, c'est 10 minutes d'exécution qui sont gagnées. Souvent, on dit, mais non, mais je ne vais pas perdre du temps à m'organiser, tu me fatigues, ça ne sert à rien. Mais si, parce que ce temps est tellement bénéfique sur la suite. Et trop souvent, moi, j'ai des personnes qui veulent être accompagnées et qui reportent systématiquement les séances pour commencer. Alors qu'ils vont gagner ce temps qu'ils auraient pris, leur aurait permis de pouvoir optimiser leur temps. Eh bien non. Donc, attention. Par jour, ma recommandation, ça ne sert à rien de se mettre toutes les priorités. Donc, c'est 3 dossiers, 3 projets, 3 tâches qui sont motivantes, 3 tâches qui ne sont pas motivantes. Parce que souvent, dans nos to-do list, il y a des trucs, on est moyennement motivé pour les faire. Donc, 3 tâches motivantes, 3 tâches pas motivantes. Les planifier, les organiser, tout en pensant à toutes ces petites lois que je vous ai énoncées. Attention, ça prend plus de temps. Attention, si c'est contraint entre 2 choses, je vais pouvoir le faire plus efficacement. Attention, je mange ma grenouille plutôt au moment où je sens que j'ai de l'appétit pour de la grenouille. Ne pas oublier de célébrer, de savourer, je vous le disais tout à l'heure, mais voilà, on a le droit d'être content de soi. Et puis, c'est toujours mieux de s'être mis 3 tâches qu'on va avoir accomplies, plutôt que d'en avoir mis 10 et d'en avoir réussi à faire que 8. C'est tout bête, mais dans la journée, peut-être qu'on aura réussi à faire les 10. Par contre, on s'était dit qu'on en ferait 5. J'ai réussi à faire les 5. J'ai été au top. Rappelez-vous toujours de ça. Et savourer, célébrer, ce n'est pas rien. C'est vraiment important. Le rétro-planning est lié à la deadline. Quand vous savez que vous avez des projets sur le long terme, oui, on établit un rétro-planning. Oui, on l'établit de manière rationnelle et lucide. Et pas en faisant mais non, mais je le ferai de toute façon, c'est bon, ça passe, c'est pour vendredi soir, je le ferai jeudi matin, c'est pas grave, ça passe. Mais si, je travaille dans l'urgence. Et puis c'est ce jour-là où il y a un pépin, la voiture tombe en panne, je suis arrivée avec 2 heures de. Enfin bon, la tollée, bah ouais, mais je devais faire ça. Et j'avais tout le temps pour le faire, c'est juste que j'ai pas voulu le mettre dans mon temps. Et puis peut-être qu'on va se dire, j'avais pas le temps. Bah oui, mais si j'avais commencé 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, en fait, si, ça se serait passé, ça se serait fait. Donc voilà, c'est important. La méthode tout à l'heure que j'évoquais, donc c'est la centralisation. Je vais passer sur le petit graphique à gauche, mais c'est centraliser, c'est clarifier, c'est catégoriser toutes nos actions. Les actions, nos tâches, ça doit toujours être des verbes d'action. Ça nous amène en action. C'est pas juste gazon. C'est tondre le gazon. C'est tout bête. C'est pas juste rendez-vous. C'est prendre le rendez-vous. C'est pas juste courrier, c'est écrire le courrier. C'est tout bête, mais ça amène à l'action le fait de verbaliser cette action. Et c'est pas rien. Et faites le test, parce que je vous conseille de faire le test. Ça nous amène en action, on le structure, on choisit le bon moment, on révise.
que forcément, tous les jours, on va réviser que j'ai fait, j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux reporter au lendemain, qu'est-ce que je peux pas, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs, et puis faire. Je vais passer rapidement sur ça parce que je vois le temps qui passe. Là où je vais vous donner aussi quelques petites méthodes. Alors, moi, je vous donne plein de petits éléments qui vont vous permettre d'aller piocher. C'est un peu une boîte à outils du temps, d'aller piocher en se disant, ah oui, si je me mets à le faire, si je pense à ça, si je pense à ma grenouille, si je pense à prioriser, si je pense à l'importance, si je pense pourquoi je le fais. Vraiment, vous arriverez à mieux gérer votre temps. Il y a plein de méthodes, là aussi. La méthode limitée, on liste les tâches, on inclut les imprévus, on met en ordre les priorités, on indique une durée réaliste, on totalise les heures, on élimine les tâches qui sont hors délai et on réalise les tâches dans l'ordre. Si vous retenez aussi cette méthode limitée, c'est tout bête, mais au fur et à mesure, quand vous, dans la journée, vous dites, bon, est-ce que j'ai listé toutes mes tâches? Oui. Est-ce que j'ai inclus les imprévus? Oui. Est-ce que j'ai mis mes priorités? Oui. Voilà, méthode limitée. La méthode limitée, c'est aussi se limiter soi. Hein. C'est un acronyme, mais c'est aussi se limiter soi et faire attention à soi. Réviser ses priorités fréquemment. Une tâche, quand on la planifie qu'une seule fois. On n'y touche qu'une seule fois, on n'y revient pas. Prendre du temps pour planifier, c'est pas revenir bouger plusieurs fois dans la journée son agenda parce qu'on se dit je vais mettre une flèche, alors ça c'est devenu prioritaire, puis j'ai stabiloté. Donc non, c'est une seule fois. Si elle est prioritaire, je la mets. J'ai pas envie de la faire, je mange ma grenouille. Il faut que je la fasse. Tant pis, je la fais, c'est mort. Il faut que je m'y mette. Donc voilà, on décide de ce qu'on va en faire. La technique du sandwich. Caler ses tâches entre deux activités auxquelles on ne peut pas échapper. J'ai 2 rendez-vous. Je sais que j'en ai pour 3/4 d'heure à faire cette tâche-là, peut-être un compte-rendu, peut-être, voilà. J'ai 3/4 d'heure. Je sais qu'avant ce rendez-vous-là, après ce rendez-vous-là, ça passe. J'ai le temps, je le fais. Comme ça, je sais que, ah tiens, de toute façon, là, je dois partir. Je me concentre, je ne regarde pas le téléphone, je ne réponds pas au téléphone, mais de toute façon, c'est bon. En 3/4 d'heure, c'est fait. Ça, la technique du sandwich, pensez-y, mais en étant réaliste. Trop souvent, on fait la technique du sandwich avec un truc qui ne rentrera pas entre les 2 tranches du sandwich. C'est mort, ça passe pas, ça passe pas. Soyez bienveillant avec vous-même. La technique de Pomodoro, alors c'est une technique, le Pomodoro, c'est la tomate en italien, et en fait, c'est le minuteur, le Pomodoro en Italie. C'est le petit minuteur qu'on tourne là, je ne sais pas si vous voyez. La technique Pomodoro, c'est comme tout à l'heure par rapport au rythme de travail, je vous disais, c'est 52 minutes, il faut 17 minutes de repos. La technique Pomodoro, c'est une technique qui dit qu'on travaille sur un cycle, Pomodoro, c'est 30 minutes. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Je fais 3 cycles et je m'arrête entre 10 à 30 minutes. Le fait de travailler encore une fois sur des micro-périodes sans s'arrêter va vous permettre, alors il y a des applis, hein, Pomodoro, il y a des applis qui vous font sonner et on se dit, allez, vas-y, j'appuie, je touche à rien, je fais mon boulot, je touche à rien. Et quand ça sonne, je m'arrête. Et je m'oblige à faire la pause. Mon cerveau a besoin de ces pauses-là. On l'oublie trop. Les 10 minutes de présence, alors ça c'est pour calmer le stress, mais tout ce qui est méditation de pleine conscience, mais les 10 minutes de présence, quand on se dit, purée, là j'en ai trop à faire, il vaut mieux être 10 minutes en pleine conscience. Alors, je ne suis pas spécialiste de la pleine conscience, mais voilà, faire une tâche en se disant je suis pleinement en conscience, rien que d'aller se laver les mains et de se dire je suis en pleine conscience, de faire des cycles de respiration pour, encore une fois, quand on est dans le speed, pouvoir redescendre la machine. J'ai besoin, de toute manière, j'y arrive pas parce que ça monte le stress. Je m'assure de faire mes 10 minutes de pleine conscience. Visualiser les résultats. Là aussi, visualiser les résultats. Alors ça, c'est pas facile pour tout le monde. Je sais la visualisation du résultat, mais quand on sait ce qu'on veut atteindre, y penser avant de commencer l'exercice, avant de commencer une tâche, c'est toujours plus efficace. On arrive mieux à l'objectif. La méthode d'ERAC, c'est comme un peu la méthode limitée. On note toutes les tâches à accomplir, on estime la durée, on réserve du temps pour les imprévus, on arbitre par priorité et on contrôle et on reporte en fin de journée. Limité, NERAC, c'est plein d'acronymes comme ça sur des méthodes. Moi, je vous en donne plusieurs. C'est toujours tous les mêmes principes. La mise en place d'habitudes. On dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Je veux aller faire du sport. Si je cours le matin, ce n'est pas en le faisant 2 jours d'affilée que ça devient une habitude. C'est en le faisant 21 fois d'affilée
que ça devient une habitude. Et ça vaut pour le fait de se lever, ne pas regarder son téléphone, le fait de ne pas prendre le café dès le réveil. Voilà, donc les habitudes, 21 jours. Je vais arriver sur les outils et après, comme ça, on va avoir le temps d'échanger. Les outils, je vous ai donné donc des principes, des méthodes sur la gestion du temps. J'espère pas trop vite. J'ai l'impression que je vais très vite. Maintenant, sur les outils, il existe pléthore d'outils. Alors, je n'ai pas vu de petit message dans la discussion. Il existe pléthore d'outils d'organisation. Aujourd'hui, au quotidien, vous avez peut-être un agenda papier, vous avez peut-être un agenda électronique, vous avez peut-être une liste, vous avez un bloc-notes, vous avez un outil en ligne, vous avez un certain nombre d'applications. L'application Notes, là, souvent, c'est l'application de beaucoup de listes. C'est pas la meilleure application, on ne va pas se mentir, hein, pour gérer, parce que l'application Notes, les histoires d'urgence, d'importance, de deadline, il n'y a pas. Beaucoup de monde, je sais, mettent dans les notes du téléphone ou alors sur un bloc-notes. Les bloc-notes, c'est bien, mais souvent, je leur dis, ou sur un petit carnet, mais si tu le perds, si tombe dans la flaque d'eau, si tu fais tomber ton café dessus, si. Et puis les bloc-notes, il y a quand même un sujet, c'est que quand la to-do list à la fin de la journée, enfin notre liste de choses à faire à la fin de la journée, elle n'est pas finie, au bout d'un moment, c'est une feuille sans queue ni tête, où on a peut-être Stabiloty mais des flèches. Donc, il y a autant d'outils que de personnes qui existent sur cette planète et chacun fait vraiment comme il veut. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui veulent absolument rester sur le papier. Moi, je suis zéro papier, je suis tout en numérique. C'est un choix. Moi, ça me sert. Mon agenda est numérique, mes outils d'organisation, de suivi client, tout est numérique. Il n'y a rien de papier. C'est vraiment un choix. Chacun fait comme il veut. Ce qui est important, c'est que les outils, ce soit simple, ce soit évolutif. Là où parfois le papier l'est moins. Ce soit accessible. Je parle d'accessibilité, notamment voilà, le carnet qu'on a oublié sur l'agenda, qu'on a oublié sur la table de la cuisine, et puis on est parti. Puis, ouais. Mon chéri, tu es encore à la maison, tu ne me prendrais pas une photo de la page d'aujourd'hui parce que je ne sais plus. Je sais bien que je vois Marie, mais après, je vois peut-être Carole. Mais Carole, c'était à midi ou c'était midi et demi? Alors on se débrouille toujours, hein. Bon, si on peut s'être tranquillisé, voilà. Et puis que ce soit à notre image, effectivement, il y a des outils, ça ne vous va pas. Donc moi, quand j'accompagne, en tout cas, je vais toujours ajuster les outils et à son usage et à sa pratique d'utilisation. Mais simple, évolutif, accessible à votre image. Je vais vous donner quelques outils. Peut-être que certains, vous les connaissez, certains, vous les utilisez. Effectivement, moi, je suis plutôt outils numériques et j'accompagne majoritairement à mettre en place des outils numériques aujourd'hui. Pas tant parce que voilà, il y a un aspect zéro papier, mais il y a surtout un aspect mobilité, accessibilité et suivi des informations. Et vraiment, pour moi, c'est important ces points-là. Vous pouvez gérer, évidemment, votre activité avec un agenda papier, une to-do list. Il n'y a pas de souci. Après, quand vous gérez avec un agenda papier, une to-do list, pensez à la priorisation, à l'importance, au deadline, au temps qu'on passe. Vraiment, tout ça, c'est important. Vous pouvez aussi passer évidemment par des outils électroniques. L'agenda électronique, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont sûrs. Souvent, c'est le premier outil qu'on met en place, l'agenda électronique, que ce soit pour la vie pro, la vie perso, la vie familiale. Parfois, c'est partagé aussi avec les enfants ou avec la famille par extension. Il y a des outils comme Trello et Notion que moi j'utilise effectivement énormément aujourd'hui. Trello, ça se présente comme ça. En fait, Trello, c'est un outil qui se base sur une méthode qui s'appelle la méthode Kanban. La méthode Kanban, c'est de se dire j'ai ce que j'ai à faire, j'ai ce que j'ai en cours, j'ai ce qui est fait. Et au fur et à mesure, mes tâches, quand elle est en cours, je la passe dans le en cours. Quand elle est faite, je la passe. Comme ça, j'ai toujours une vision facile de là où j'en suis dans mes tâches. Je peux lister tout ce qui est en attente. Je peux y mettre des couleurs, par exemple, selon que c'est pro, c'est perso, selon c'est rouge, c'est urgent, c'est vert, c'est pas urgent. Et ça va me permettre de réguler ça. Ça, c'est un des outils. Et pour moi, il y a un certain nombre d'outils qui se ressemblent beaucoup. Trello, c'est peut-être le plus facile à mettre en place, le plus facile à comprendre. Et ça permet, au niveau, en tout cas, de la gestion des tâches, la gestion des priorités, c'est déjà une première étape. Après,
l'outil papier ou l'outil note, où je vous dis attention, une liste même numérique sur laquelle on ne peut pas faire varier les niveaux de priorité ou d'importance, c'est une liste qui ne fonctionnera pas forcément de manière opportune. Donc, il y a des outils qui s'appellent comme ça Trello. C'est assez facile à mettre en place. Il y a des outils, un outil que moi j'utilise énormément qui s'appelle Notion. Notion, ça va permettre de gérer, donc là je parle sur le numérique, qui va permettre de gérer votre to-do list, mais qui peut permettre de gérer votre compta, qui va permettre de gérer votre suivi client. Notion, le fonctionnement, c'est une base de données. Donc si on parle de to-do list, c'est une base de données avec liste de tâches, priorités, urgences, deadline. Et puis, c'est un outil configurable à merci, mais on peut y faire voilà, la liste des livres à lire, des films qu'on voudrait voir, les rêves qu'on a pour nous, notre vision. Et notamment, Notion est très puissant par le fait qu'on peut lier une vision à des objectifs, à des tâches. Et ça nous fait nous rapporter chaque tâche qu'on va mettre dans notre agenda, finalement, elle va se reporter à notre vision et on sait pourquoi on y vient. Donc, on parlait de l'agenda électronique. Et puis après, je vous le mettais sur la slide d'avant, il y a Evernote, il y a énormément d'outils de prise de notes. Vous avez plein d'applications de prise de notes et vraiment, c'est à votre choix. Ce qui est important, c'est toujours de se dire dans les outils, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit mobile selon votre profil. Enfin, ça dépend vraiment de vos activités. En tout cas, il faut que vous puissiez toujours le suivre, toujours rajouter quelque chose et puis toujours vous vider le cerveau. On peut avoir les plus grandes idées, on peut les avoir alors qu'on est en train de discuter avec des amis, alors qu'on est aux toilettes, alors qu'on est passager d'une voiture, alors qu'on est sur la plage. Parce que finalement, là aussi, notamment sur la plage, l'été, quand on est en train de se reposer, c'est là aussi où on prend le temps de réfléchir à certaines choses pour sa boîte, mais on n'a nulle part pour le noter. Et on n'a surtout pas notre bloc-notes où on le noterait, alors que l'idée, elle est là. Mais peut-être qu'entre-temps, j'ai fait la Java, j'ai eu un coup de soleil, j'étais fatiguée, je ne l'ai pas noté. Je me suis dit cet été, j'ai pensé à un truc génial et je l'ai zappé. Peut-être que, alors si vous aviez votre téléphone, si vous aviez un endroit fixe pour noter, vous dire ah ouais, ça c'était en fait l'idée. J'avais une idée de publication pour mes réseaux sociaux. Les idées, on ne les a pas que devant notre bureau. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà sur la portabilité, donc les outils. Voilà. J'essaye de 1h12. Oui, tu as été bonne alors. Comment? Je disais, tu as largement utilisé le temps. Là. Bah oui, j'ai largement utilisé le temps. C'est pour ça, stop, j'arrête. Donc, j'arrête. On va peut-être passer aux questions-réponses. Aux questions. Oui, si vous en avez. J'avais ça là. Alors, n'hésitez pas à mettre vos micros, à poser des questions. Je suis là pour ça. À exprimer peut-être si vous vous sentez à l'aise vos difficultés ou vous dire moi j'utilise ça, mais je peux l'utiliser différemment. Est-ce que ça fait écho à des questionnements que vous avez, à des freins que vous avez, des difficultés au quotidien? Moi, j'ai aucun souci. Si vous vous sentez à l'aise, parfois c'est un souci qu'on n'évoque pas devant plein de monde. Donc, Moi, je ne voudrais dénoncer personne, mais j'en connais un qui m'a envoyé un message hier en me disant je peux pas participer. Et 3 secondes après, il m'a dit finalement oui, je me suis trompé de jour. Et une autre qui croyait être inscrite et qui n'hésitez pas. et qui n'était pas. C'est moche la délation. Oui. J'ai cité personne, mais bon, Michel, je te passe la parole. Ce président est vraiment mauvaise langue, heureusement qu'il est dévoué. C'est moche. Je faisais partie des gens qu'il a cités, c'est ce bip. Et donc, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait transmettre toutes ces belles idées et ces belles lois auprès du personnel. Ah, j'entends plus. J'ai pas entendu la fin de la question, ça a coupé. Comment est-ce qu'on peut transmettre d'une façon efficace toutes ces lois auprès d'un personnel qui a sa relative autonomie et une réceptivité pas toujours évidente au changement? Mais qui a des difficultés sur ces sujets-là? Des difficultés, on en a tous, y compris. Ou en tout cas de sensibiliser à l'amélioration. Voilà. Est-ce qu'un affichage des différentes lois, en changeant peut-être le commentaire, peut avoir une certaine efficacité?
un affichage peut avoir du moment que, en fait, il y a là, à chaque fois, je vous mettais une première phrase sur ce que c'est l'application effective. En fait, on le voit, il y a des principes de gestion du temps et puis il y a comment on l'applique. L'histoire de manger sa grenouille, l'histoire de coincer entre deux, toutes ces lois-là, oui, il faut que ce soit tangible et encore une fois avec des verbes d'action. En fait, c'est au quotidien. Il y a ce principe-là de loi de gestion du temps, ben oui, comment je fais moi pour implémenter ça dans mon quotidien? Oui, je fais faire la tâche qui me coûte le plus en premier. Donc ça, après, on le met avec les mots et ça dépend aussi parfois des équipes et de leur métier. Parce que ça aussi, moi, quand je fais des formations, il y a selon qu'on est en prod, qu'on est en bureau, qu'on est selon son degré aussi de pression au temps, parce que toutes les équipes n'ont évidemment pas n'ont pas une même pression du temps par la direction, par l'activité en elle-même qui se veut être dans l'urgence, ou alors une activité sur le long terme, évidemment. Mais même les activités sur le long terme, on va les traiter différemment. Et donc, on ne va pas forcément aller tirer sur les mêmes lois, quoi, finalement, tirer sur les mêmes outils. Mais oui, un affichage peut l'être. Des mini-vidéos, des petits tutos peuvent l'être aussi, à regarder parfois quand on ne veut pas forcément faire de formation ou de choses comme ça. C'est de sensibiliser, parce qu'effectivement, ce que je le disais, je sais bien que c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens que dans notre quotidien, on oublie complètement, en fait. Et que moi, je parle souvent de l'histoire de manger sa grenouille parce que je trouve ça c'est assez flagrant. En général, le truc qui nous saoule, on le fait toujours en dernier, bah, mange ta grenouille. Et si vous mettez une grande affiche avec une grenouille devant vous pour tous les... Ben, c'est tout bête, hein, mais ça fait sens. Et donc oui, ça peut être de l'affichage, oui, ça peut être des petites vidéos que vous proposez de visionner. Voilà, après, il y a les formations, ça peut être vous de les accompagner en micro-conférence ou des choses comme ça. Ça dépend des équipes, ça dépend du temps que vous souhaitez leur allouer à aller se dédier à prendre quelque chose, à prendre du temps sur ça aussi. Mais la prise de temps pour planifier, pour s'organiser, pour prendre de la hauteur, elle est toujours bénéfique sur le travail de l'équipe derrière. Ok, merci. Quelle autre question? Alors, il y a une question. J'ai un souci de PC. Non. J'écris, j'ai envie de confronter le papier crayon avec téléphone portable, chargeur. Par exemple, si je n'ai pas de papier à la place, je peux avoir non plus de téléphone portable. Je fais un break, l'idée créative. Je me demande si les outils numériques ne sont pas chronophages que les outils papier. C'est surtout comment on les utilise. Ah ben, ce que j'en pense, peu importe les outils qu'on utilise, mais l'outil numérique est très prégnant dans nos vies. Et je m'inclus dedans, hein, j'ai aucun souci à dire que moi, c'est des outils que j'utilise beaucoup, mais forcément, les utiliser beaucoup, ça prend plus de place dans notre quotidien. L'important, c'est de pouvoir centraliser les informations, que ce soit numérique ou papier, et puis c'est de laisser l'outil numérique à sa place. Et puis, ça n'empêche pas d'avoir un petit papier où on va noter quelque chose et de le reporter dans l'outil numérique si c'est là où on a choisi de centraliser. Trop souvent, en organisation, on ne centralise pas au même endroit. On va en mettre sur un papier, on va en mettre sur les notes du téléphone, on va peut-être en mettre sur un fichier Word, on va peut-être en mettre, tiens, je me suis dit que tout ce qui était sur mon bureau d'ordinateur, c'est ce que j'avais à faire. Mais ce n'est pas parce que c'est sur mon bureau d'ordinateur que j'avais à faire que j'ai mis que c'était une tâche que je devais faire, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est dans mon agenda où j'ai mis que c'était aujourd'hui que je devais le faire à telle heure et que je me suis mis un rappel que je vais le faire. Donc, en fait, peu importe les outils, c'est la centralisation à un moment ou un autre qui est le principal. Même si la prise de notes n'est pas dans l'outil numérique, c'est au moins de le centraliser. Donc, dans les tâches, dans cette fameuse to-do list, c'est de pouvoir mettre toutes les infos au même endroit. Donc oui, on n'a pas toujours le papier, oui, on n'a pas toujours l'outil numérique. C'est un moment de trouver le moment pour centraliser. Il n'y a que comme ça qu'on arrive derrière à bien prioriser, donner de l'importance, tous les critères que je vous évoquais. Marie, Laurent, vous voulez poser une question? Oui, Laurent. Oui, alors moi je suis un grand fan aussi des outils numériques, mais trop d'outils tue l'outil et je sais jamais. La centralisation est compliquée. Là déjà, je vois que vous utilisez Trello et Notion. Et quelle différence vous faites entre les deux outils et
quelles informations vous centralisez dans Trello, quelles informations vous Alors, mettez dans Notion? moi j'accompagne sur les deux outils, mais au quotidien, je n'utilise que Notion. Ah, d'accord. J'ai qu'un seul outil, justement, par souci de centralisation, j'ai qu'un seul outil. Trello, c'est un premier niveau d'organisation et Notion, c'est la bête de course, quoi, on va dire. Et j'ai une deuxième question et je m'arrêterai là. Alors, moi, je suis utilisateur des outils Microsoft, donc OneNote pour la prise de notes, etc. Et quel est le pendant de Notion sur un outil Microsoft? Est-ce que vous savez ça? Y a pas, alors, OneNote serait l'équivalent de Notion sur la suite Microsoft, mais l'outil Notion est permet d'aller plus loin que l'outil OneNote. L'outil OneNote, même dans son nom, c'est d'abord de la prise de notes. L'outil Notion va permettre, je disais moi par exemple, ça lie mes rendez-vous, mon suivi client à mon agenda, à ma comptabilité, à ma vision, à mes objectifs. En fait, ça va plus loin. Cet outil Notion, c'est un outil, en fait, ça fonctionne sur le principe de bases de données qui sont imbriquées et qui sont interdépendantes, comme beaucoup de logiciels métiers. Comme beaucoup de logiciels métiers dans les professions médicales. Enfin, il y a plein de métiers où il y a déjà des logiciels de ce genre-là. Moi, j'utilise Notion parce que justement, Notion, j'accompagne une avocate, une entreprise où ils sont 18, une attachée de presse, ils sont 6, moi qui suis consultante en rangement. Personne n'a la même activité. Il n'y avait pas de logiciel métier existant et en tout cas pas de logiciel qui correspond à la structuration de l'organisation de l'équipe en question et des critères qui sont à suivre. Et cet outil-là est configurable à merci en fait. Donc c'est un outil en soi de base, il est gratuit. C'est un outil qui est gratuit, sauf quand on l'utilise beaucoup, donc on utilise beaucoup de mémoire, eux ils font payer l'usage de la mémoire. Finalement, en soi c'est gratuit et moi c'est pour ça aussi que moi, je fais toujours des outils gratuits. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je trouve ça dommage d'aller faire payer des sommes folles pour des outils d'organisation. Ça ne doit pas coûter d'argent. Moi, je fais payer l'accompagnement pour que on configure finalement exactement par rapport à l'activité des personnes. Mais l'outil est gratuit. Donc, Trello, c'est vraiment plus de la gestion de projet et de la gestion de tâches. Mais ne permet pas de la dimension comptable, calendrier, des choses comme ça. C'est différent, c'est moins poussé. Marie, je te rejoins sur la centralisation. Et moi, j'ai un souci qui est la multiplication des canaux de communication. Parce qu'on a aujourd'hui 2, 3, 4 adresses mail, on a WhatsApp, on a Messenger, on a LinkedIn. J'en oublie sûrement, et puis en fait, au bout d'un moment, on a des sollicitations et des interpellations qui arrivent de différents canaux, et le problème, c'est d'arriver à gérer tout. Mais ça, alors j'allais dire, sur le nombre de canaux, j'ai souvent, et je me l'applique aussi, ta réflexion, le nombre de canaux, le principe de centralisation, c'est de toute manière au maximum de communiquer sur le fait que je suis joignable de manière préférentielle sur ce canal-là. Et parfois même sur certains canaux, de dire je préfère être contacté par ce canal-là. Et de communiquer dessus déjà, souvent, ce n'est pas forcément annoncé. Le fait de l'annoncer, de l'afficher sur son site, sur ses réseaux, le fait de dire je suis préférentiellement, c'est déjà d'orienter. Parce que de toute manière, on sait qu'entre Messenger, LinkedIn, effectivement WhatsApp, moi j'ai un WhatsApp normal et un WhatsApp business, et tes boîtes mail. Les boîtes mail, j'allais dire, c'est facilement centralisable parce qu'il y a des outils techniques qui nous permettent sur les téléphones ou sur les ordis de centraliser, d'avoir une seule et même boîte. L'outil mail, c'est un outil assez facilement configurable pour alléger son quotidien, même quand on a beaucoup de mails. Et ça aussi, là, je suis passée dessus parce qu'on manque de temps. Mais rien que le sujet mail, c'est un sujet qui s'organise et qui s'allège. Et lui, il y a déjà des outils existants faciles pour pouvoir alléger la partie mail. Mais après, les canaux, oui, la diffusion, être contacté par plein de canaux, on ne peut pas empêcher les gens de nous contacter. Moi, je trouve que déjà d'annoncer la couleur en disant je préfère volontairement voilà, et répondre. Moi, ce que je fais en général, c'est aussi si j'ai le numéro de téléphone, par exemple, je réponds par l'outil qui, moi, me paraît le plus. Moi, je centralise beaucoup par WhatsApp Business, par exemple.
qui est bien séparé de mon WhatsApp familial. WhatsApp Business, il y a des gens qui vont m'écrire par un moyen de communication. Si moi, j'ai leur numéro de portable, je leur réponds par WhatsApp Business. J'annonce la couleur de leur dire, moi, mon moyen de communication, et avec mes clients, c'est le cas. Je vais être contacté LinkedIn, Facebook, Instagram. Je vais répondre par WhatsApp Business en leur disant, moi, mon outil de communication, c'est d'abord WhatsApp Business pour le quotidien et la boîte mail. Mais tu vois, c'est moi qui vais conditionner, même si c'est reçu, parce que de toute manière, toutes les notifications, au bout d'un moment, tu es là. En plus, tu ne sais plus que tu dois y répondre. Non, mais c'est clair. Tu es là. Il y a des moments où je me dis j'ai reçu un message, je sais que j'ai reçu un message, je suis incapable de savoir par quel canal je l'ai reçu. Par quel moyen? Parce que tu l'as vu, tu l'as lu et du coup, il est parti. Oui. Moi, ce que je fais par rapport à ça aussi, c'est limiter le nombre de canaux. Donc, essayer au maximum un peu de « dis donc, ce serait bien que tu m'écrives par là ». Et ensuite, c'est à chaque fois qu'il y a une action à mener dans une conversation que j'ai reçue, un message que j'ai reçu, cette action, je vais directement la mettre dans ma to-do list. Parce que ce n'est pas tant de répondre au message, je ne vais pas écrire répondre au message d'un tel, parfois c'est ça parce qu'il faut un temps de rédaction, mais c'est de me dire, tiens, l'action, c'était préparer le PowerPoint pour la conférence que tu as évoquée avec Jean-Pierre. Ben oui, mais ça, si je ne la mets pas avec une deadline, avec un degré d'importance, d'urgence, je ne le ferai pas. Donc moi, c'est toujours d'aller, peu importe le message qui arrive par le canal par lequel il arrive, c'est de mettre... c'est de noter l'action. Tant pis si je n'ai pas répondu tout de suite, c'est dire oui. L'important, c'est que je n'oublie pas de faire ce qu'on m'a demandé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, on va peut-être arrêter. Puis je vous invite à contacter Marie en privé après, si vous avez d'autres besoins ou d'autres questions. Comme ça a pu se constater, elle est quand même très disponible. Et elle est passionnée par son boulot. Oui, je suis un peu à fond. Hein. Je voulais vous mettre un petit, si vous avez 2 minutes, je vous ai fait un petit questionnaire, je vous le mets dans où on l'enverra par mail. Oui, il vaut pas mieux parce que là, si le temps passe, c'est déjà 13h quasiment. Voilà, j'ai fait une petite enquête pour que vous puissiez me faire des retours en toute transparence et toute franchise. Et si vous n'avez pas aimé, vous me le dites aussi. Comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, je vous ai mis le petit lien. Je vais l'envoyer à... j'ai la liste des mails, mais sinon, je vais te l'envoyer, Jean-Pierre. Et puis, si vous pouvez prendre... alors, je vous demande de prendre ce temps, de le prioriser à un moment. Ce n'est pas grave, ce n'est pas urgent, mais c'est important. En tout cas, c'est important pour moi. Mais si ça ne l'est pas pour vous, vous ne le faites pas. D'accord? Donc, vous appliquez exactement tout ce que je vous ai dit. Si vous en fichez, non. C'est important pour moi. Si vous êtes Mimi, c'est cool. Voilà. Merci Marie, merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, merci beaucoup. À bientôt pour notre webinaire. Et puis pour les conférences, on a une conférence la semaine prochaine sur la seniorisation de l'économie. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements en ce mois de septembre. Mais bon, si vous pouvez participer, ça sera très bien. Et Michel, je sais bien que tous les deux, on est de plus en plus concernés par la seniorisation de l'économie. Eh oui. Bon, Laurent, j'ose pas, je ne le connais pas assez pour l'impliquer là-dedans. Bon. Et le temps passe vite, on l'a dit. Mais... Ah ouais, bon, à bientôt à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.